Merci d'être resté pour ce 5 à 7 et pour la remise des prix Orange Citron. Je suis vraiment content de voir qu'il y a autant de monde dans la salle. Avant de débuter, j'aimerais donner la parole tout de suite à notre présidente à la GDSMQ, Julie Rivard, qui va donner un mot sur les deux anniversaires qui sont importants en ce moment, à savoir le 35e de la GDSMQ et le 10e de la journée non aux mesures de contrôle. En 2025, la GDSMQ célèbre 35 ans d'existence. 35 ans de lutte, de solidarité, de prise de parole. 35 ans à revendiquer que les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ont des droits fondamentaux qui ne peuvent être suspendus au gré du vent. L'association est née au début des années 1990, à un moment où plusieurs groupes de personnes concernées et de groupes de défense des droits contestaient les pratiques psychiatriques dominantes. Isolement, contention, traitement imposé, absence de consentement. Ces groupes ont choisi de s'allier, de se doter d'une voix forte et autonome. La GDSMQ a vu le jour pour porter une parole politique critique, enracinée dans l'expérience vécue et pour revendiquer des transformations profondes dans la manière dont la société québécoise conçoit la santé mentale. Depuis sa création, la GDSMQ a mené un travail soutenu pour dénoncer les reculs des droits, proposer des alternatives, outiller les milieux communautaires et institutionnels et mettre au centre de la discussion publique la parole des personnes premières concernées. Elle a produit plusieurs dizaines de mémoires et de prises de position sur des projets de loi, participé activement à des consultations parlementaires, organisé des colloques, publié des guides éducatifs largement diffusés, participé au développement des pratiques à l'international et accompagné de nombreux groupes de défense de droits à travers le Québec. C'est dans la continuité de ce travail de fond que le 15 mai 2015, à la suite d'une entente judiciaire concernant un recours collectif sur l'usage des mesures de contrôle à l'hôpital de Valleyfield, que la GDSMQ, en partenariat avec le collectif pour la défense des droits en Montérégie, le CDDM, lançait la Journée nationale non aux mesures de contrôle. Cette initiative répondait à un besoin criant, briser le silence entourant des pratiques en contrôle répandue, isolement, contention physique et chimique, et créer un espace de dénonciation publique. Chaque année, depuis des groupements se mobilisent partout au Québec. Témoignages, actions symboliques, mobilisation de rue, conférences et lettres ouvertes se multiplient dans toutes les régions. Le 15 mai est devenu un repère incontournable. Pour porter la voix des personnes concernées, ouvrir le dialogue avec les institutions et réclamer des approches respectueuses du consentement et de la dignité. Les campagnes de la GDSMQ, qu'elles visent la loi P38 ou les mesures de contrôle, ont contribué à faire avancer un discours critique sur la coercition en santé mentale. Elles ont ouvert des brèches dans les discours dominants et permis de former des alliances durables avec d'autres mouvements sociaux. 10 ans plus tard, la journée du 15 mai continue d'être portée avec force, rigueur et engagement. Les constats demeurent préoccupants, mais j'ai la misère avec ce mot. La mobilisation, pourtant c'est tellement important, se perpétue. Cette dernière s'approfondit, se diversifie et s'ancre dans une vision toujours plus large de la justice sociale. Ce double anniversaire est l'occasion de reconnaître la force d'un mouvement qui a su tenir bon, malgré les silences, les résistances institutionnelles et des obstacles politiques. C'est aussi un moment pour réaffirmer que ce travail est toujours nécessaire. Tant qu'il y aura des pratiques imposées sans dialogue, sans respect, sans consentement, nous continuerons à dire
Non. Mais plus que jamais, nous resterons debout. Nous savons que les changements prennent du temps, mais nous savons aussi que chaque parole prise, chaque droit défendu, chaque alliance sait contribuer à bâtir un avenir plus juste. Nous continuerons de marcher avec conviction, d'agir avec lucidité, de rêver ensemble d'un monde où les soins ne se feront jamais au prix de la liberté. L'histoire de la JDSMQ est loin d'être terminée et les prochaines pages s'écriront avec vous. Merci beaucoup, Julie. Avant de commencer, je voudrais réitérer les remerciements de Julie. On a des hymnes à l'avant, c'est des petits manuscrits, vous les avez vus, qui commémorent historiquement le 15 mai à travers les années, et aussi les tasses que vous avez reçues qui vous permettent de ramener avec vous des souvenirs de cet événement et le 35e de la JDSMQ. Vous avez de la documentation qui a été faite à travers les années. On est très fiers de pouvoir commémorer ça avec vous aujourd'hui. Merci. Et aussi, on est en musique et j'aimerais remercier d'ailleurs Jules à la batterie, Marianne au clavier et Laurent à la contrebasse. Merci d'avoir été en musique au 5 à 7 avec nous pour fêter ce 35e. Sans vous attendre, commençons la remise des prix Orange et Citron. C'est créé en 1996 par la JDSMQ. Les prix Orange et Citron sont des outils d'éducation populaire et de mobilisation. Des gestes symboliques, oui, mais profondément politiques. Depuis 1999, ce sont les membres et les groupes eux-mêmes qui, par vote populaire, choisissent les récipiendaires. Parce que dans notre mouvement, on croit que le droit de regard appartient d'abord aux personnes premières concernées. Ce sont elles qui savent reconnaître les gestes justes et dénoncer les abus. Ce concours permet aussi de démystifier la folie, de casser les stéréotypes, d'ouvrir un espace critique. C'est une façon concrète de redonner du pouvoir à celles et ceux qu'on entend trop, en leur offrant un espace pour nommer, choisir, valider. Le prix Orange est attribué à une personne, un groupe ou une institution qui s'est distinguée par son engagement envers le respect des droits des personnes vivantes ou ayant vécu un problème de santé mentale. C'est un prix qui célèbre la solidarité, l'écoute, le respect, une manière de dire « vous avez fait une différence, merci ». C'est donc avec fierté que nous allons maintenant procéder à la remise des prix pour l'année 2025. Je passe de ce fait la parole à 3 de nos administrateurs, à savoir Sylvie Pouliot de PLED BF, Julie Rivard de CAME et Claude Moreau de PRO-DEF Estrie, qui nous présenteront les nommés des prix Orange. Ces derniers, une fois nommés, pourront venir à l'avant pour présenter leurs actions devant vous. Donc, on va y aller avec une personne à la fois, si tu veux y aller, Sylvie, pour le premier nommé au prix Orange. Le rebond est une ressource alternative en santé mentale née en 2014. Sa mission est de soutenir les personnes vivant un problème de santé mentale dans la petite patrie à Montréal. Ainsi, cet organisme s'organise par et pour les personnes premières concernées afin qu'elles reprennent le pouvoir sur leur vie, tout en favorisant leur implication citoyenne et communautaire. Durant l'année 2024, à l'initiative d'une personne première concernée, le groupe communautaire a soutenu la mise en œuvre d'un groupe d'entraide sur l'autorisation judiciaire des soins. Ce groupe, composé de personnes sous AJSH ou à risque de le devenir, se tient en ligne permettant aux personnes à travers le Québec d'y participer. L'entraide est une pratique au cœur
du mouvement social alternatif en santé mentale, qui invite à reconnaître les expériences de souffrance, détresse, difficulté d'être, etc., et les expériences positives, capacité d'être reprise, de pouvoir sur sa vie, plaisir de vivre, comme des formes de savoir utiles aux autres. R-R-A-N-S-Q. C'est une citation sur race. Oui, oui. Bien que l'entraide soit une approche pratiquée depuis des dizaines d'années dans le milieu communautaire au Québec, ce groupe d'entraide spécifique au AJSH est une première dans la province, grâce au soutien de leurs pairs. Les membres du groupe ont réussi à faire valoir leurs droits en échangeant et développant des astuces pour négocier les termes de l'ASJH. Je pense que je l'ai mis en avant, à l'envers, ou éviter son renouvellement. Désolée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui qui voudrait parler? Bonjour. Oh, non, mais si vous voulez venir à l'avant, vous avez... Comme vous vous sentez. Bien. Bonjour. En tout cas, on a été nominé, merci. On fait un groupe d'entraide. À toutes les 2 semaines, on se rencontre. Même je passe au TAC la semaine prochaine, mercredi prochain, je passe au TAC. C'est un groupe qu'on s'entraide, on se rencontre les 2 semaines, on parle des conflits qu'on a, puis en tout cas, on se donne des trucs, puis on s'entraide pour passer à travers. Puis c'est ça. En tout cas, merci pour la nomination. Merci beaucoup. On pourrait passer à une autre nomination. Claude, si tu veux y aller. Nomination au prix Orange 2025, Pierre aux personnes ayant consommé des benzodiazépines prescrites pendant plus d'une quinzaine d'années, a entrepris de nombreuses démarches citoyennes afin de mettre en lumière le laxisme entourant l'accompagnement des professionnels de la santé en ce qui a trait à la prescription de ces psychotropes. Monsieur a témoigné au reportage Pilule pour dormir quand les effets virent au cauchemar de l'émission Enquête. Citation de monsieur. Les médecins qui m'ont suivi ne m'avaient pas dit que c'était quoi la tolérance, ne m'ont expliqué c'était quoi la dépendance et ne m'ont surtout pas expliqué que pour sortir de cet état-là demandait un sevrage extrêmement difficile. Fin de la citation. Par la suite, il a entrepris en septembre 2023 la promotion de la benzovoyance auprès des députés du Québec pour les éveiller à ce problème de santé publique et mettre fin à la négligence incompréhensible des autres professionnels concernés, censés protéger le public. Il a élaboré un site Internet relatant sa quête et documentant les études sur le sujet. Finalement, M. a lancé le mouvement Dièse faire entendre raison. Celui-ci vise à s'assurer que les droits des patientes prévus dans la loi sur les services de santé et services sociaux du Québec soient respectés et que le choix libre et éclairé des personnes concernées qui acceptent un traitement de benzodiazépine ne soit pas biaisé par un manque d'information. En effet, les personnes ont le droit de recevoir des explications concernant, entre autres, les risques de traitement de benzodiazépine. Le but du mouvement n'est pas de supposer des mauvaises intentions, de blâmer les médecins, les pharmaciens et pharmaciennes qui optent pour ce genre de traitement. De même, le but du mouvement n'est pas de culpabiliser ou de stigmatiser les gens qui en ont pris, qui prennent ou qui envisagent de prendre des benzodiazépines. Le mouvement de mobilisation ne vise pas non plus à bannir le médicament, mais plutôt à sensibiliser aux risques de dépendance qui en résultent. L'objectif est que les professionnels et les patients puissent travailler ensemble avec une compréhension commune des enjeux et des risques entièrement divulgués et non minimisés de ce type de traitement. Peut-être ajouter une note personnelle.
En tant que formateur de l'autre côté de la pilule, mettons que c'est une nomination qui me touche vraiment. Si Pierre veut venir à l'avant pour dire un petit mot, nous l'invitons. Et ça sort la nomination. Merci. Donc, bonsoir, merci d'être là. Tout d'abord, je voudrais remercier l'AGIP pour ma nomination au prix Orange et aussi pour l'ensemble de leur mission. Merci à tous ceux et celles aussi qui se préoccupent de la défense des droits des patients et qui ont exprimé leur vote pour la nomination. Alors, comme expliqué brièvement par la personne qui a pris la parole avant moi, je suis un simple citoyen qui a entrepris il y a à peu près il y a 2 ans un mouvement qui est rendu un mouvement de militantisme. Et jamais je me serais imaginé prendre la parole aujourd'hui devant un groupe, mais c'était un appel plus fort que je l'aurais imaginé dès le départ. Je pensais sincèrement que le dossier serait réglé en quelques mois d'efforts, quelques courriels bien écrits, et puis ça serait réglé, mais ce n'est pas le cas. Alors, les objectifs sont les suivants, c'est de sensibiliser au grave danger des traitements médicaux prolongés aux benzodiazépines. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les benzodiazépines, ce sont des médicaments qui sont prescrits pour l'anxiété et l'insomnie. Voilà. L'insomnie pour dormir. Voilà. Alors, le nombre de traitements prescrits dépassant 2 à 4 semaines constitue une crise de santé publique, comme l'a reconnu lui-même le président du Collège des médecins du Québec dans le documentaire Choc, Cauchemar sur ordonnance, diffusé dans l'émission Enquête de Radio-Canada en février 2024. Le renommé médecin David Lucier, membre du conseil d'administration de Santé Québec, a qualifié cette crise d'aussi grave que celle des opioïdes. Le deuxième objectif du site est de dénoncer que cette crise est le résultat direct de la confiscation des droits des patients à une information juste et complète. Un thème que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui. Alors, un traitement de plus de 14 à 28 jours est dangereux et contrevient totalement aux balises de sécurité établies par Santé Canada et par les fabricants de benzodiazépines eux-mêmes. Or, il n'est pas inhabituel de voir des traitements qui durent des années et voire des décennies avec ce traitement-là. Et les gens ne sont pas nécessairement mis au courant des dangers d'un tel traitement. En plus spécifiquement pour les gens ayant pris ou prenant des benzodiazépines, je voudrais les inciter à porter plainte dans un mouvement de mobilisation citoyenne que j'ai appelé « Faire entendre raison ». Ce mouvement a pour objectif final de forcer les ordres professionnels à mettre enfin en place des obligations formelles de protection adéquates et systématiques des patients. Il suffirait de 3-4 plaintes de patients par mois pour dépasser les capacités d'enquête, attirer enfin l'attention des médias et des élus, chose que j'ai essayé de faire depuis 18 mois, mais sans succès, et exercer une pression de l'opinion publique sur les ordres professionnels. Alors, le site web que j'ai mis est en place. Il est complet avec explications, caricatures, vidéos promotionnelles. La cause est juste et touche des milliers de personnes. Alors, je m'adresse donc à vous aujourd'hui pour vous demander de m'aider à faire connaître le mouvement. Je n'y arriverai pas seul. Les ordres professionnels tablent sur un nombre de plaintes insuffisant et l'absence de couverture médiatique pour leur permettre de continuer à sacrifier une bien meilleure protection des patients, mais même protection, en faveur d'un statu quo qui, lui, n'a pas grand égard pour le droit des patients. Alors, il y en a qui ont vu déjà, j'ai distribué des cartes, j'en ai plusieurs. S'il y en a qui veulent distribuer dans leur milieu et propager ici la connaissance du mouvement Faire entendre raison,
Ça va me faire plaisir de vous les remettre. Et aussi, regardez mon site web, il y a des vidéos promotionnelles, le fun, vous pouvez faire des shares sur Facebook. Donc, la cause en vaut la peine. Et bien, merci et de faire écho à cette cause. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Et pour la dernière nomination, j'appelle Julie à la barre. OK. Nomination au prix Orange, Patrick Martin-Ménard. Depuis sa fondation, le cabinet Ménard-Martin Avocat s'est fréquemment retrouvé au cœur d'un litige important pour faire reconnaître ou entendre les droits des personnes victimes du système de santé. Plusieurs causes amenées devant les tribunaux ont contribué significativement à améliorer les recours des victimes de fautes médicales. Des problématiques étudiées lors d'enquêtes du coroner, expérimentation, contention, infection nosocomiale, traumatologie, etc., ont mené à des recommandations importantes pour changer certaines pratiques professionnelles ou institutionnelles. Fin de la citation. Plusieurs recours systémiques ont favorisé la reconnaissance des droits des usagers et usagères du système de santé. Ces gains ont d'ailleurs permis de conscientiser les acteurs et actrices en santé à l'importance de la protection des droits des personnes vulnérables. En 2024, Maître Martin-Ménard a représenté le groupe en promotion et en défense des droits Action Autonomie, le collectif, dans la création d'un recours collectif sur les gardes préventives. En effet, les personnes ayant été détenues en garde préventive plus de 72 heures entre le 1er janvier 2015 et le 4 novembre 2024 pourront recevoir une compensation financière allant jusqu'à 1 000 $ par jour supplémentaire prévue par la loi, par jour supplémentaire prévu par la loi P38. L'entente totalisant 8,5 millions. Une enveloppe principalement divisée en deux, soit un peu plus de 3,5 pour les personnes placées sous garde préventive, plus de 72 heures contre leur gré, ou sans l'autorisation d'un tribunal et un montant presque équivalent à être distribué aux organismes de santé mentale des différentes régions du Québec. C'est une entente vraiment qui vise l'ensemble des gens qui ont subi une garde en établissement illégale dans les établissements qui sont nommés dans la procédure à travers le Québec, affirme Maître Martin-Ménard. Ce processus vise également faciliter les démarches judiciaires pour les personnes qui auraient été laissées par une garde illégale. Ce recours collectif a demandé une charge de travail considérable en amont, mais aussi en aval des démarches, autant au niveau administratif que dans l'accompagnement des victimes et des groupes communautaires en défense de droits. Maître Patrick Martin-Ménard, est-ce que vous voulez venir dire un mot? Merci Julie. Merci beaucoup à l'AG de cette nomination. Félicitations d'ailleurs aussi à mes deux co-nominés, donc M. Pierre Bozizio qui mène un combat très important sur la question des benzodiazépines et le Rebond qui fait un travail très important aussi au niveau de l'accompagnement des gens sous autorisation judiciaire de soins. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit un peu plus tôt. Je vais par contre souligner, je pense que le travail d'abord au niveau de l'action collective, c'est vraiment un travail d'équipe et on est une très grande équipe. Okay? À la fois au sein de mon cabinet, on est 11 avocats, une équipe aussi d'adjointes, d'infirmières, des personnels de soutien vraiment formidables qui sont toujours présents pour répondre aux besoins du dossier. Plus largement aussi, évidemment, Action Autonomie, particulièrement donc Diane et Jean-François qui ont été impliqués à tous les moments, tout au long, d'abord de la préparation de l'achat collective et par après des négociations et maintenant aujourd'hui de la gestion du processus de réclamation.
Et plus largement ça encore, je pense que tout le monde ici qui joue un rôle directement auprès des personnes premières concernées et les personnes premières concernées qui sont présentes ici aussi. Donc, je veux tous aussi vous féliciter pour votre engagement à ce niveau-là. Puis, je veux aussi enfin rendre hommage à une personne qui est très importante pour moi, qui est mon père, Maître Jean-Pierre Ménard, qui a été vraiment un mentor, une inspiration pour moi, qui est une des personnes les plus importantes dans ma vie aussi. Je suis un petit peu né là-dedans, j'ai grandi à travers ça, à travers les dossiers qui ont été mentionnés, qui datent de bien avant que je sois devenu avocat. Mais mon père m'a toujours exposé un petit peu à ça et à ces valeurs-là. Puis je pense donc que c'est une grande source d'inspiration et de motivation pour qu'on continue ce combat-là qui est loin d'être terminé. Merci. Cher nommé au prix Orange, votre nomination est en soi une victoire pour nous à la GDSMQ, car vos pratiques, projets et actions font la promotion des droits. C'est pour cela que nous vous remercions et vous remercions finalement collectivement encore une fois. Merci beaucoup pour votre travail. Avant de découvrir le gagnant ou la gagnante, on va présenter les nommés au prix Citron. Le prix Citron, il est remis à une personne, un groupe ou une institution dont l'action ou l'inaction a contrevenu au respect des droits fondamentaux. C'est un prix qui pointe qu'on refuse de normaliser, une manière de dire « ce n'est pas acceptable et nous ne resterons pas silencieux ». Chou en même temps des applaudissements, j'ai jamais entendu ça encore. C'était phénoménal. J'invite de nouveau mes trois collègues à vous présenter les nommés des prix Citron, puis à Claude Moreau de vous révéler le gagnant ou la gagnante des prix Citron. Historiquement, juste avant de vous donner, on donne la chance aussi aux gagnants des prix Citron d'expliquer leurs ajustements. Malheureusement, nos invitations n'ont pas donné de suite. Fait qu'on va... Ah, il est là le bout, il est là le bon bout, c'est ça. Nous allons donc procéder immédiatement à la nomination, puis à la révélation du gagnant. Fait que Sylvie, si tu veux y aller en premier, je te laisse la place. Unité, nomination au prix Citron 2025. Unité Le Boisé du Centre Jeunesse de Lévis. Le protecteur, mon Dieu, le protecteur du citoyen dénonce les mesures d'isolement et de contention abusive au sein de cette unité de réadaptation pour jeunes de 12 à 17 ans. On dénote, entre autres, le cas d'un jeune ayant été isolé environ 15 heures dans sa chambre. De plus, la nourriture est souvent insuffisante pour contrôler les besoins des résidents. Enfin, l'insalubrité des douches et l'administration contrôlante de médicaments ont été dénoncés. Extrait du rapport, l'enquête du protecteur du citoyen a révélé des manquements liés à l'insalubrité des douches à l'unité Le Boisé du Centre de protection de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis. Une communication non efficiente entre le gouvernement alimentaire et l'équipe de l'unité des interventions inadéquates du personnel, un climat de contrôle excessif. J'ai perdu ma ligne. Excessif sur Hey. Merci. Climat de contrôle excessif sur l'unité liée à la distribution de la médication. L'usage excessif du cellulaire à des fins personnelles sur des pratiques inadéquates en matière d'application de mesures de contrôle, ainsi qu'une méconnaissance du régime d'examen des plaintes. Plusieurs recommandations sont émises à des fins d'amélioration continue de la qualité des services qui sont offerts aux jeunes
dans le souci du respect de leurs droits. Malgré son impact sur les droits fondamentaux, l'implication sur des mesures de contrôle a constamment été présente et l'est encore au sein du milieu institutionnel québécois ainsi que des ressources intermédiaires. Si de manière théorique ou une mesure de contrôle ne peut être employée que pour empêcher une personne de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions, il en va autrement dans la réalité, et ce, malgré les effets néfastes sur le plan psychologique et physiologique. La question sur les mesures de contrôle sont l'isolement, la contention, les substances chimiques ne concernent pas seulement que les personnes vivant avec un problème de santé mentale, mais aussi les personnes âgées, avec les personnes ayant une limitation fonctionnelle, ainsi que les jeunes, particulièrement en centre de réadaptation. Allez-y. Merci Sylvie. Alors, je compte une pas toi-même. Vas-y Claude, si tu veux. Ben oui. Nomination au prix Citron 2025. Unité psychiatrique de l'hôpital du Centre de la Mauricie. L'unité psychiatrique de l'hôpital du Centre de la Mauricie s'est vue blâmée pour usage abusif de mesures de contrôle par le personnel soignant dans un rapport du protecteur du citoyen. Celui-ci a pour mandat de s'assurer du respect des droits des citoyens et citoyennes au sein des services de santé et services sociaux. Le protecteur du citoyen, Marc-André Dahl, rapporte que les mesures de contrôle sont utilisées avant même que des alternatives aient été essayées et durant une trop longue période. L'attitude désobligeante du personnel et le laxisme au niveau de la tenue des dossiers sont aussi critiqués. Début de citation. Quant au consentement aux soins lors de l'application des mesures de contrôle, considérant les lacunes importantes relevées, une recommandation est formulée dans un souci du respect des droits fondamentaux des usagers hospitalisés. Par ailleurs, des plaintes récurrentes ont été émises au sujet de l'attitude inadéquate de certains membres du personnel de l'unité. Pourtant, l'approche en santé mentale auprès d'une clientèle vulnérable se doit d'être empreinte d'empathie avec un langage adéquat et respectueux, et ce, même lors de situations plus complexes auprès d'un usager. Considérant la crédibilité des témoignages recueillis et l'absence de mesures mises en place à cet égard, et ça depuis 2021, des recommandations sont émises afin que la situation soit corrigée avec la collaboration des directions des ressources humaines. Fin de citation. La SNQ et ses groupes membres réclament le remplacement rapide des mesures de contrôle par des mesures préventives et alternatives et respectueuses des droits et libertés de la personne. Ces pratiques portant atteinte aux droits tardent à changer. Les conséquences de l'utilisation des mesures de contrôle sont tragiques. Les personnes meurent suite à l'application de mesures de contrôle. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec et le Code civil du Québec garantissent deux droits fondamentaux, l'inviolabilité et l'intégrité de la personne. Or, les mesures de contrôle qui doivent être uniquement utilisées en dernier recours et de manière exceptionnelle afin d'empêcher la personne de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions sont souvent utilisées pour modifier le comportement ou l'attitude d'opposition d'une personne. Cette utilisation abusive des mesures de contrôle va à l'encontre de ces deux valeurs fondamentales prônées dans la législation de la société québécoise. Merci Claude. J'appelle finalement Julie pour la dernière nomination, prix Citron.
Oui. Personne ne va le savoir. Le troisième, c'est le Sius de l'Estrichus, est en nomination pour de nombreuses controverses ayant eu lieu au cours de l'année dans diverses installations, entre autres à Granby et à Sherbrooke. D'abord, l'urgence psychiatrique de Granby a débordé tout l'été. Les solutions du CIUS sont précaires et ses gestionnaires demeurent nébuleux quant à des solutions à long terme. Des patients logés dans des bureaux, d'autres qui restent dans des mois à l'hôpital en attente d'une ressource appropriée. Dans des bureaux. Dans d'autres qui restent des mois à l'hôpital en attente d'une ressource appropriée. Le département de psychiatrie de l'hôpital de Granby déborde. Les psychiatres craignent que les solutions temporaires mises en place par le CIUS de l'Estrichus ne s'éternisent, au détriment des soins offerts aux patients. On déplore en outre le manque de personnel ainsi que de ressources en hébergement, faisant en sorte que les patients doivent demeurer hospitalisés en attendant d'être hébergés dans une ressource externe. De surcroît, un rapport du coroner Yvon Garneau dénote des lacunes au niveau des services offerts aux personnes et de la formation du personnel au CHUS de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Ce rapport a fait suite au décès par suicide d'une patiente ayant eu un congé temporaire de l'hôpital. Notons que ce rapport survient après celui de la coroner Julie Kim Godin, concernant le décès par suicide d'Amélie Champagne. Oui, c'est elle, oui. L'effritement du tissu social mis en évidence, entre autres, par le manque d'alternatives et de ressources externes à la psychiatrie, nuit aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale dans la région de l'Estrie, puisqu'elles n'ont d'autre option que de se tourner vers l'urgence psychiatrique pour obtenir de l'aide. Conséquemment, cette dernière se trouve débordée et les services offerts y sont affectés. Les rapports de coroner, au pluriel bien sûr, la couverture médiatique et l'inaction du CIUS sont déplorables. Que de choix. Merci, Julie. Voilà. Fait que, en fait, il est déjà l'heure de révéler le gagnant du prix Citron. Fait qu'on va voir au niveau Citron, c'est qui gagne. Claude Moreau, s'il vous plaît, le carton jaune. Alors, roulement de tambour, s'il vous plaît. J'ouvre l'enveloppe. Et le gagnant, c'est l'unité Le Boisé du Centre Jeunesse de Lévis. Merci, Claude. Et enfin, le moment qu'on veut vraiment savoir, c'est temps de révéler le gagnant, la gagnante du prix Orange. J'invite d'ailleurs Julie Rivard à le faire, roulement de tambour pendant qu'elle arrive. Le gagnant, c'est M. Pierre D. Je les inviter à venir à l'avant pour vous donner quelques mots. Wow, merci beaucoup. Vraiment, très chaud au cœur. J'ai pas ma meilleure voix pour m'exprimer, mais vraiment, là, je suis vraiment comblé d'avoir été choisi. Alors, j'aimerais aussi remercier, bien évidemment, l'AGIT pour ma nomination dans un premier temps, et aussi bravo au Rebond et à Maître Martin Ménard pour leurs initiatives respectives. Nous ne pouvons que saluer leur implication et leur détermination à faire entendre le droit des patients. Alors, je l'ai mentionné un peu plus tôt aussi, j'imaginais quand j'ai commencé cette démarche-là que ce serait très court. J'ai rencontré des politiciens, j'ai rencontré des ministres,
J'ai fait appel au protecteur du citoyen, j'ai fait appel à plein d'organismes et je me suis buté à une certaine indifférence qui m'a réellement saisi. Parce que moi, qui allais très bien dans ma vie, qui n'avais pas de problème avant de connaître ce qui m'attendait avec la prise régulière de benzodiazépine, j'imaginais que les choses se réglaient assez facilement dans le domaine de la santé ou en psychiatrie ou aux droits des patients. Il suffisait de faire valoir son point. Et si le point était juste, bien, ça se réglait assez rapidement. Question de 5-6 mois. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et un moment qui m'a été particulièrement révélateur, c'est lorsque je suis tombé sur un article du Devoir, regardez bien ça, qui date de 2002, qui racontait l'enfer vécu par une personne devenue dépendante aux benzodiazépines prescrites par son médecin. Le journaliste posait la question au Collège des médecins et à l'Ordre des pharmaciens. Que comptez-vous faire face à cette problématique? Les deux ordres ont répondu qu'ils étaient préoccupés par la question et qu'ils réfléchissaient à des initiatives de sensibilisation et de formation continue pour mieux protéger le public. On connaît la chanson « L'air nous est souvent fredonné ». Mais en 2002, le Collège des médecins et l'Ordre des pharmaciens n'ont rien fait finalement. Okay? Et la classe politique non plus, ils ont laissé faire. Donc, en 2005, quelques années après, quand moi je me suis présenté dans une pharmacie avec ma prescription d'1 an de benzodiazépine, vous vous rappelez, on ne peut pas prendre ça plus que 2 à 4 semaines. Ma destinée était écrite d'avance dans le ciel. Comme tant d'autres avant moi et tant d'autres après, j'ai mis le pied dans cette trappe bien tendue qui n'avait toujours pas été refermée par ceux chargés de le faire. Alors aujourd'hui, évitons que ce scénario qui serait risible s'il n'était pas si pathétique ne se répète encore et encore. Pensons à ce patient du futur, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, qui lentement verrait son sommeil se dérober, son anxiété s'installer, sa vie s'effondrer sans comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où, par hasard, il tomberait sur le reportage d'enquête de Radio-Canada et découvrirait, stupéfait, que ce n'est pas lui le problème. Pire encore, il réaliserait que la société n'aurait toujours pas réussi à contraindre les ordres professionnels ou les pouvoirs publics à corriger cette situation honteuse devenue une sinistre farce et attrape, une mascarade. Ne laissons pas cette personne du futur tomber. Cette personne pourrait être votre ami, votre voisine, votre collègue, votre conjoint, votre conjointe, votre enfant ou votre parent. Agissons maintenant ensemble pour regagner possession de notre droit à un consentement éclairé. Merci beaucoup. Ça conclut en grande majesté, je peux le dire, avec mon papier qui tombe cette année pour les prix Orange et Citron. Merci à ceux et celles qui sont restés pour leur remise. Merci à mes collègues ayant partagé avec moi la scène. Merci à vous trois. Merci de nouveau aux nommés au prix Orange pour vos initiatives qui font rayonner l'importance des droits partout au Québec. Et ceci conclut cela, je pense donc.